Parlons d'un sujet qui revient souvent dans les discussions autour de l'amour et des relations, les red flags et les green flags, à savoir les drapeaux rouges et les drapeaux verts. Ces termes sont devenus super populaires, surtout sur les réseaux sociaux, mais derrière les blagues, il y a une vraie question. Comment apprendre à lire les signaux que t'envoient tes relations? Comment éviter de tomber dans des dynamiques toxiques et de se retrouver quelques temps après, après avoir décollé avec un amour énorme, de se dire « mais c'est pas possible, je suis tombé dans un piège ». Comment reconnaître ce qui construit une relation saine et comment reconnaître ce qui construit une relation malsaine? Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va avancer en 5 étapes. On va voir pourquoi tu as tendance à ignorer les red flags, même quand ils semblent évidents. Ensuite, on passera en revue les signaux toxiques les plus fréquents, ceux qui doivent vraiment t'alerter. On parlera des green flags, ces signaux positifs que tu négliges trop souvent alors qu'ils sont la base d'une relation solide. On s'arrêtera sur les pistes concrètes pour réagir sans culpabilité sur le fait que tu es peut-être dans un red flags. Et enfin, si tu as ignoré des red flags et que tu es déjà en couple avec ces éléments que tu as minimisés, comment faire pour vivre ta relation conjugale? Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on envoie tout bouler? Est-ce que tu te tires une balle dans le pied, dans la tête? Voilà, c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui. Je m'appelle Pascal Kion et je te souhaite la bienvenue sur le podcast Couple Heureux, le podcast conçu pour apprendre à s'aimer quel que soit ce que l'on traverse. Commençons par le début. Pourquoi tu as tendance à fermer les yeux sur les red flags, les signaux d'alerte, les drapeaux rouges? Parce que souvent, au début d'une relation, tu es pris dans ce qu'on appelle l'effet papillon ou le coup de foudre, pour faire allusion à ce que travaille Gary Chapman dans son livre « Les langages de l'amour ». Tu es tellement happé par l'excitation, l'attirance, la nouveauté, que tu minimises les comportements qui devraient t'alerter, en fait. Tu te dis « c'est rien, ça va passer, il ou elle va changer » et pire encore, tu as mis en place un programme qui fait que ça va masquer cette réalité, qui fait qu'il est même possible que tu ne penses même pas ça, tu ne les vois pas. Il y a aussi une manière dont ton environnement influence ta perception. Les films romantiques, les séries ou même certaines histoires que tu as entendues autour de toi qui normalisent des comportements qui en réalité ne sont pas sains. Par exemple, la jalousie extrême est parfois présentée comme une preuve d'amour. Résultat, tu finis par la tolérer alors que tu devrais plutôt te mettre en garde. Et puis il y a la peur de te retrouver seul, de faire des histoires pour rien, comme on te l'a déjà dit peut-être, ou même de passer pour quelqu'un de trop exigeant. Alors tu t'adaptes, tu relativises, tu fais des efforts, tu prends sur toi, tu mets de côté ce que tu ressens et tu avances tant bien que mal et plutôt mal que bien. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si un comportement te met mal à l'aise de façon répétée, c'est pas anodin. C'est vraiment un red flag. L'ignorer ne le fait pas disparaître, au contraire, ça laisse souvent la place à quelque chose de plus lourd avec le temps, de quelque chose que tu auras à supporter, à assumer un jour. Alors maintenant qu'on a vu pourquoi tu as tendance à ignorer les red flags, parlons de ceux qu'il faut vraiment apprendre à repérer pour ne pas se retrouver marron. Parce qu'ils ne se présentent pas toujours de façon évidente. Au contraire, il arrive souvent que soit, comme je te l'ai dit, il y a un phénomène de masquage qui fait que tu n'as pas pu les identifier, soit ton partenaire ou ton potentiel partenaire a réussi à les masquer dans une approche dans laquelle il a enrobé autour de jolies phrases, de gestes, d'explications, au premier abord, qui paraissaient normaux et qui font que une partie de la réalité, s'est passée sous silence. Le premier signal toxique à repérer, c'est le contrôle et la jalousie excessive. Ça peut commencer par des petites phrases du style « Je veux juste savoir avec qui tu es, c'est normal » ou « Si tu m'aimais vraiment, tu ne passerais pas autant de temps avec tes potes ». Ça sonne comme de l'attention, mais en réalité, c'est une manière de limiter ta liberté. De petits contrôles comme je trouve que tu n'es pas bien habillé, tu pourrais plutôt mettre ceci, ou voilà. Des envies de faire en sorte que tu correspondes à ce que l'autre veut, et plus tôt ça vient, si ça vient déjà dans les fréquentations, dans les premières semaines, premiers mois, tu peux commencer à te mettre en alerte. Non pas pour te dire, je vais l'envoyer bouler, lui, je peux pas continuer avec lui, mais pour te dire, tiens, je vais prêter attention de manière à m'assurer que c'était un événement isolé, que c'est pas du contrôle, que c'est pas de la jalousie, que c'est juste un fait événementiel qui s'est passé ce jour-là, à cette heure-là, c'est tout. Mais si tu vois que ça te répète, c'est un red flag.
Le deuxième red flag, c'est le manque de respect de tes limites. Quand tu dis non, que tu poses une frontière et que l'autre insiste encore, ou te fait culpabiliser, un non doit rester un non. Sinon, la confiance est fragilisée dès le départ. Si tu te rends compte qu'il a tendance à forcer les portes, à mettre le pied dans le pas de la porte, à minauder, non mais sérieux, vraiment, je t'en prie, allez, fais-le quand même, c'est pas tant que ça, c'est un drapeau rouge. C'est un manque de respect de tes limites. Ce qui correspondrait à un respect de tes limites, c'est plutôt de se dire, j'entends que tu ne veux pas faire ça, est-ce que tu peux bien me dire les raisons pour lesquelles tu bloques là sur ce sujet-là, qu'on puisse comprendre, de manière à ce que, c'est ce message qui est sous-entendu, de manière à ce que je puisse te respecter en sachant pourquoi, de manière à ce que je puisse apprendre à te connaître, non pas de manière à ce que je puisse apprendre à contourner les barrières que tu as mises pour réussir à t'amener à faire ce que je voudrais que tu fasses. Troisième signe, c'est l'incohérence entre les paroles et les actions. Quelqu'un peut te dire « tu comptes pour moi », mais ne pas être là quand tu en as besoin. Ou disparaître sans explication. Ou te laisser te démerder, te débrouiller tout seul ou toute seule quand tu es en galère. Les actes sont à considérer comme des révélateurs. J'aime bien utiliser l'idée de fruits. Les actes sont les fruits de ce que la personne pense, de sa mentalité. Donc c'est toujours plus fiable que ce que dit la personne, parce que les paroles, on peut les manipuler. Les actes, c'est un petit peu plus difficile. Quatrième red flag, c'est l'isolement progressif. Si tu remarques que tu passes de moins en moins de temps avec tes proches parce que ton partenaire critique tes amis, tes copains, tes copines, te fait te sentir mal avec ta famille ou essaie de t'inviter à être contre ta famille, contre tes amis, ou t'accapare tout le temps, c'est un signal à prendre très au sérieux. Il y a de la perversion narcissique dans cette dynamique-là. On est donc bien en face d'un red flag. Enfin, un red flag qu'on retrouve souvent dans les témoignages, eh bien c'est justement celle que je commence à évoquer, c'est la manipulation émotionnelle, qu'on appelle perversion narcissique, ou la perversion, la manipulation, comme on veut. C'est quand quelqu'un te fait douter de ta propre perception des choses. Par exemple, tu dis « ça m'a blessé quand tu as dit ça ». Et la réponse c'est « attends, t'exagères, t'es trop sensible, j'ai jamais dit ça ». Ou bien « là, t'amplifies, c'est pas ce que j'ai voulu dire ». Petit à petit, tu te rends compte que tu commences à perdre confiance dans ton propre ressenti. Tu doutes, tu dis, mais je suis fou, je suis folle, il y a un truc bizarre, c'est bizarre. Il me donne des informations qui sont contraires à ce que je pense, à ce que je ressens. C'est peut-être moi qui suis à corriger, il a peut-être raison. Ce qui est important, c'est de savoir distinguer une maladresse ponctuelle d'un comportement qui se répète. Tout le monde peut avoir un moment de jalousie. Mal réagir un jour, manquer d'attention, mais si ça devient une habitude, si ça s'installe, alors on n'est plus dans l'exception. On est face à un vrai signal d'alerte, on est face à un fonctionnement, à une mentalité, à une véritable mentalité qui nécessite d'être détectée. Alors si tu es déjà en couple, tu vas me dire Pascal, c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. On y vient à la fin de ce podcast pour te donner des éléments, mais déjà l'idée c'est que tu prennes conscience. Avant d'arriver à comment réagir sans culpabilité quand il y a des red flags, je voudrais m'arrêter sur les green flags, comme je l'ai annoncé dès le début du podcast, qui sont trop souvent négligés. Parce qu'après avoir parlé des red flags, pour moi c'est important de mettre la lumière sur le fait que tu as eu des green flags, des éléments où tu t'es dit tiens, ces voyants verts sont des voyants positifs qui montrent que tu es dans une relation saine, mais que tu as parfois tendance à sous-estimer ou même à trouver trop simple pour être remarqué. Un premier green flag, c'est une communication claire et respectueuse. Ça peut paraître évident de te dire, finalement, on communique de manière respectueuse, mais dans beaucoup de relations, c'est pas gagné. Pouvoir dire ce que tu penses, exprimer tes besoins ou tes limites sans que ça parte en biberine, en conflit, c'est un signe fort d'équilibre. Deuxième signe de drapeau vert, green flag, c'est le soutien mutuel. Ton partenaire se réjouit de tes réussites, il t'encourage dans tes projets, sans jalousie ni compétition, même quand tu réussis grave et que lui, il est un peu à la ramasse. Il est là comme un soutien, il cherche à comprendre, il se réjouit avec toi, il essaie de ne pas te rabaisser pour se sentir plus grand. Il est là pour vraiment t'encourager, te soutenir, être là à tes côtés quand tu traverses des choses magnifiques et des choses difficiles d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle j'ai appelé ce deuxième green flag le soutien mutuel. Troisième signal, c'est la capacité à reconnaître ses erreurs et s'excuser sincèrement. Pas des désolés, mais c'est toi qui as commencé, ou bien des petits désolés parce que tu demandes qu'on te demande pardon, et je dis ouais, bon, pardon, ok, ça va. C'est pas des retournements de situation, en fait. C'est juste une vraie prise de responsabilité, parce que quand on te dit oui, ça va, pardon, ça va, tu sens bien qu'on est en train de
se dédouaner qu'il est en train d'essayer de sauver la situation, mais qu'il ne ressent pas ce fameux partenaire, ce qu'il est en train de dire. Ça peut sembler banal, mais c'est rare et précieux, et quand ça arrive et que ton partenaire manifeste ce signal green flag en te disant « Ok, je suis vraiment désolé, je te demande pardon, je reconnais, je me rends compte que... » Eh ben, réjouis-toi, parce que c'est vraiment un green flag. Un autre green flag, c'est ce qui est souvent négligé d'ailleurs, c'est le respect de ton autonomie. Pouvoir avoir tes propres activités, tes propres amis, tes moments à toi, sans que l'autre se sente menacé, que ton partenaire ne veuille pas aller fouiller dans ton téléphone pour savoir à qui t'as téléphoné, mettre l'oreille sur la porte et te demander mais pourquoi tu rentres à cette heure-là, avec qui t'étais, etc. Parce que l'amour ne devrait pas être une prison, mais un espace de liberté partagée, un espace dans lequel tu as ta place, il a sa place, tu as ton espace, il a son espace, et ça c'est un vrai drapeau vert, que ce respect de l'autonomie, que je voudrais que tu reconnaisses comme étant une chose sur laquelle tu peux vraiment manifester de la gratitude si tu es dans une relation dans laquelle c'est vraiment quelque chose qui est vécu et qui est même promu. Enfin, peut-être le plus important de ces green flags, c'est le sentiment de sécurité émotionnelle. Te sentir libre d'être toi, sans avoir peur d'être jugé, sans avoir peur d'être rabaissé, d'être abandonné. Quand tu sais que tu peux être vulnérable, montrer tes forces comme tes faiblesses et que l'autre reste présent, c'est un signe énormissime d'une relation solide. Ça veut dire que ton partenaire a compris que tu n'es pas un poteau qui ne devrait pas bouger avec le temps, mais que tu peux être malmené par le vent, les circonstances, les situations, les hauts et les bas de la vie, et qu'il accepte toi, il t'accepte toi. Le problème, c'est que comme ses comportements sont calmes, stables, sans drame, t'as parfois l'impression qu'il manque de passion, et que tu pourrais te dire, j'aimerais bien qu'il y ait un peu des vagues, qu'il y ait des remous. Alors qu'en réalité, ce sont ce genre de comportement qui construit une relation qui dure, une relation solide, une relation dans laquelle tu respires, tu as le droit d'être. Donc, je voudrais vraiment que tu peut-être manifestes la gratitude en te disant j'ai le privilège d'être dans une relation dans laquelle il y a 4, 5 de ces drapeaux verts, ces green flags qui disent que oui, ça va en fait. Profites-en, réjouis-toi. Et si tu n'es plus dans une relation, parce que tu es dans une parenthèse dans laquelle tu t'interroges pour savoir avec qui tu vas te mettre en relation. La question, c'est pas de savoir avec qui, mais c'est de savoir que tu veux ces 4 ou 5 drapeaux verts. Et je dirais presque l'idéal, c'est d'avoir les 5. Mais je préfère qu'en relation conjugale, on ne cherche pas l'idéal. On cherche ce qui nous convient. Parce que chercher l'idéal, ça fait qu'on finit généralement tout seul. D'accord ? Je voudrais maintenant continuer avec cette 4e partie que j'ai annoncée, comment réagir sans culpabilité quand on est non pas face à des green flags, parce qu'en général, il n'y a pas de culpabilité, c'est le bonheur, la danse de la joie, youpi, génial, c'est super, je suis ravi de vivre ce que je vis dans ma relation conjugale, mais plutôt quand on se dit, finalement, mince, j'ai négligé d'être attentif à ces drapeaux rouges, et je me sens coupable. Parce que la culpabilité, c'est aussi un piège qui est fréquent, où tu te dis, si je dis quelque chose, je vais passer pour la personne compliquée, ou encore, si je me trompe, résultat, tu te tais, tu encaisses et tu t'oublies. La première chose à retenir, c'est qu'avoir des limites, ce n'est pas être exigeant, c'est être équilibré, c'est se rapprocher de soi. Dire non à ce qui te fait mal, à ce qui ne te convient pas, c'est une manière de te construire d'abord. Je veux vraiment insister sur cette première dynamique avant d'envisager de parler de protection. Très souvent, on me dit, Pascal, en fait, je dis non pour me protéger. On se protège quand c'est une menace. Mais quand on est dans une relation conjugale, le partenaire n'est pas censé être une menace. Si tu en es à un stade où tu as le sentiment que ton partenaire est une menace, l'idée n'est pas seulement de te protéger, mais de prendre des décisions à la mesure de cette véritable menace. Et de mesurer si véritablement ton partenaire est une menace, ou si c'est toi qui as le sentiment d'être menacé parce que tu vis mal la relation. Je sais que c'est une chose difficile à faire soi-même, parce que tu as le nez dans le problème et que tu ne peux pas prendre suffisamment de hauteur pour mesurer cela. C'est la raison pour laquelle, dans ces conditions, je te propose d'avoir un entretien avec moi. Prends rendez-vous pour qu'on pose les choses en face et qu'on voit si véritablement ton partenaire est une menace ou si c'est toi qui te sens menacé parce que tu es vraiment très mal dans la relation, peut-être à cause des red flags qui ne respectent peut-être pas tes limites et d'autres choses, mais c'est pas forcément la fin du couple avérée parce qu'il y a 1, 2 ou 3 de ces drapeaux rouges qui s'est agité dans ta relation conjugale.
Ensuite, il y a plusieurs stratégies possibles. Tu peux prendre de la distance pour observer la situation avec un peu de recul. Tu peux parler à une personne de confiance et de préférence à un professionnel, pas quelqu'un qui est ton ami et qui pense qu'il faut vraiment que tu restes en couple parce que ça sera dommage si tu n'es plus en couple, tout ça. Alors, si la personne arrive à être neutre avec toi et avoir un regard extérieur sans jugement, bingo, tu peux y aller. Sinon, ça va être assez difficile d'envisager de parler à cette personne en espérant un retour véritablement constructif. Ça me rappelle que dans le podcast Dire ou ne pas dire ses problèmes de couple, j'avais déjà pris le temps de clarifier l'importance de sélectionner la personne à laquelle on allait parler de problèmes de couple. Donc si tu as besoin, file vers ce podcast pour l'écouter. Si la relation devient vraiment lourde ou dangereuse, demande de l'aide à un professionnel. C'est pas un signe de faiblesse de demander de l'aide. Au contraire, c'est un acte de courage. Alors, il est possible que ton partenaire te donne l'impression que c'est un signe de faiblesse. Il est même possible qu'il te dise, moi, je veux pas qu'on fasse appel à une personne extérieure. Oui, si lui ne veut pas, respecte, ok. Mais c'est pas parce que ton partenaire ne veut pas que toi, tu ne puisses pas le faire. Parce que c'est toi qui es en potentiel danger s'il y a un drapeau rouge et que tu choisis de te soumettre au choix de ton partenaire, de ne pas aller voir quelqu'un. C'est fréquent que j'ai des personnes qui, soit sur des réseaux sociaux, soit lors d'un call, me disent « Mon partenaire ne veut pas qu'on fasse appel à un professionnel. » Ok, et toi tu veux quoi ? Parce qu'il y a un drapeau rouge. Il y a même plusieurs drapeaux rouges qui sont agités dans ta relation conjugale, on est d'accord ? Oui, on est d'accord. Et qu'est-ce que tu veux, toi ? Moi, j'ai besoin d'une aide extérieure. Alors, tu dis à ton partenaire d'aller se faire voir et que toi, tu vas aller faire une démarche. Je dis pas de l'envoyer dans les roses avec violence, mais dire, ok, j'entends ton avis, toi, tu veux pas y aller, moi, j'y vais. Imagine que tu as une rage de dents et ton partenaire dit, je veux pas que tu ailles chez le dentiste. Qu'est-ce que tu fais ? Tu dis, mon partenaire veut pas que j'aille chez le dentiste, donc je vis avec ma rage de dents. Non, tu feras pas ça. Tu as une rage conjugale, ton partenaire ne veut pas aller voir un professionnel, ok, respecte, mais toi tu peux aller le voir, parce que tu as une rage conjugale, c'est la tienne, c'est toi qui souffres. Donc s'il y a plusieurs drapeaux rouges qui se sont agités dans ta relation conjugale et que tu ne veux pas continuer à vivre ta relation comme ça, eh bien va voir un professionnel indépendamment de la vie de ton partenaire. Ce qu'il faut surtout déconstruire, c'est l'idée que tu peux sauver ou changer ton partenaire. Tu peux sauver ou changer ta relation, mais pas ton partenaire. Beaucoup restent coincés dans une relation toxique en espérant que leur partenaire évoluera grâce à leur patience ou à leur amour. S'il avait été plus aimé, il serait différent. Donc je vais l'aimer beaucoup et me retrouver dans la situation de ces femmes qui aiment trop. Livre que je te recommande d'aller lire si tu es une femme et que tu te sens concerné par ça, qui finalement se sont retrouvées enfermées, minimisées, réduites, écrasées parce qu'elles ont voulu tellement aimer qu'en fait elles se sont tellement abîmées. Parce que la réalité, c'est que tu ne peux pas forcer quelqu'un à changer. Ce qui est en ton pouvoir, c'est de décider ce que tu acceptes pour toi, ce que tu refuses pour toi. Et ça, c'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de toi, c'est de l'égocentrisme. On va maintenant parler d'une situation délicate qui concerne davantage ceux qui sont déjà en relation conjugale. Tu es déjà en couple, tu te rends compte de certains drapeaux rouges, tu en as noté 1, 2, 3, 5, mais tu es déjà engagé, quoi. Tu es conscient de les avoir minimisés ou ignorés, et tu te sens mal parce que tu te dis, mais finalement, j'ai quand même 3 drapeaux rouges sur 5. La première chose à comprendre, c'est que tu n'es pas seul à vivre ça. Beaucoup de personnes découvrent des signaux toxiques en cours de relation, et ce qui compte le plus, c'est ce que tu fais ensuite, après les avoir découverts. Donc commence par prendre du recul et à observer les faits. Qu'est-ce qui te met mal à l'aise ? Qu'est-ce qui te fait te sentir diminué ou insécurisé ? Écris tes ressentis pour aider à voir plus clair. Tu vas pouvoir mettre peut-être des dates et le faire pendant peut-être quelques semaines pour commencer à être factuel. Il m'a dit ça, et exactement, c'est pas... il m'a dit, et puis que tu interprètes vraiment, ouvre les guillemets et mets clairement ce qu'il a dit. Ça veut dire que tu vas pas prendre 3 jours avant d'aller écrire ce que tu as vécu. Tu vas le mettre en place. Peut-être que tu peux même utiliser ton smartphone pour enregistrer afin de pouvoir le retranscrire de manière factuelle sur ton écrit pour vraiment, au bout de 8, 10 jours, 15 jours, te dire, voilà les faits. C'est une manière de prendre du recul. Ensuite, essaie de communiquer. Tu n'as pas à attaquer ton partenaire, mais tu peux partager ton ressenti de façon claire. Quand tu as fait ça, ou que tu as dit ça,
Je me suis senti comme ça. L'objectif, c'est de poser des limites et de voir si l'autre est capable de les respecter. J'ai vécu ça le jour où tu as dit ça, parce que mardi, tu m'as dit ceci et cela, et je t'ai répondu ça, et tu m'as répondu ça. Qu'est-ce que tu penses de ta réponse ? Une manière de vraiment permettre à l'autre d'être face à des réalités. Si ta relation se vit avec quelqu'un qui a tendance à la manipulation, sans parler d'un pervers narcissique, d'accord ? On n'est pas, c'est une mode en ce moment de parler des pervers narcissiques, mais on a tous recours à la manipulation plus ou moins. Il faudrait quand même le rappeler. Et il y a un podcast qui traite de ce sujet, sans parler du programme complet qui s'intitule « Maîtrisez votre vie, le guide pratique contre la manipulation ». Mais entrons sur le principe que, sans parler de la perversion narcissique, on a tous tendance à faire appel à la manipulation. Si justement tu as pris soin de noter les dates, les faits exacts et les propos exacts qui ont été tenus par ton partenaire et par toi, tu pourras, s'il a tendance à la manipulation, le mettre face, je n'ai pas dit le confronter, mais le mettre face à la réalité. On est vraiment sur l'idée de poser les choses pour que ton partenaire puisse s'expliquer, te donner son regard et que tu exprimes ce que tu as à exprimer pour avancer et construire la relation conjugale. Tu peux aussi te demander ce que tu es prêt à tolérer et ce que tu ne veux plus accepter. Parfois, certaines choses peuvent être corrigées par des discussions et des changements qui sont réciproques, où on va se dire, j'aimerais vraiment qu'on travaille ensemble là-dessus. Et si les comportements persistent malgré tes limites, ça peut peut-être être un signal qu'il vaut mieux réévaluer la relation et faire appel à un professionnel pour poser les choses de manière beaucoup plus constructive et claire. Enfin, n'oublie pas que prendre soin de toi, c'est jamais égoïste. Même si tu as minimisé les drapeaux rouges au début, tu as toujours le droit de protéger ton bien-être, et je préfère au verbe protéger, construire, veiller à étendre ton bien-être. Rechercher du soutien extérieur, amis, famille et professionnels peut te donner du recul, mais vraiment que tu te dises « je vais travailler à mon bien-être ». Pour moi, le message clé, c'est de reconnaître un drapeau rouge, et même si c'est tardivement, de le faire en se disant « ok, c'est pas ma faute ». C'est pas ta faute parce que t'as pas eu l'intention d'ignorer ce drapeau rouge en disant « ça va me pourrir la vie, mais tant pis, je l'accepte, génial ». Ce qui compte, c'est comment tu réagis maintenant que tu prends conscience de ce drapeau rouge pour ne pas continuer à te mettre en danger émotionnellement. Ne pas abîmer la relation familiale et faire en sorte qu'il y ait une aggravation progressive par négligence, parce que tu les as vus maintenant. Ok ? On arrive à la fin de cet épisode. On y a exploré les drapeaux rouges, les signaux toxiques, les tendances que tu peux avoir eues à ignorer ces drapeaux-là. On a observé aussi les drapeaux verts, les green flags, ces indices positifs qui méritent de l'attention et même de la gratitude. On a vu pourquoi il est si facile de fermer les yeux au début, quels comportements pouvaient être alertants, mais aussi quels signes montrent qu'une relation est saine et équilibrée. On a parlé de l'importance de réagir sans culpabilité, en te parlant de l'importance de te donner le droit de poser des limites, de te construire et éventuellement de te protéger si vraiment il y a danger et de faire appel à des ressources extérieures pour identifier le danger et ne pas te précipiter dans l'impression que c'est grave alors que ça ne l'est pas forcément. Et pour moi, ce qui est vraiment à retenir, c'est qu'une relation devrait être un espace de respect, de confiance, de bien-être, de droit d'être soi. Pas un lieu dans lequel on lutte ou on survit. Certains me disent, moi, je me bats tous les jours dans ma relation conjugale. C'est pas prévu, hein ? On n'est pas sur un ring de boxe. Si tu te bats tous les jours, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'es pas au bon endroit, tu n'es pas dans un couple. Tu peux comprendre que je t'invite à poser les gants, descendre du ring, prendre ton smartphone, prendre un rendez-vous pour qu'on se retrouve à 2 ou à 3, si ton partenaire est OK pour venir, et descendre du ring lui aussi, de manière à faire en sorte que ta relation soit vécue sur une autre dynamique. Parce que c'est crevant d'être marié ou vivre ensemble et de vivre dans un ring de boxe. C'est pas du tout prévu. Je préfère que tu te projettes vers une relation dans laquelle tu vas regarder le paysage, même si tu commences à le regarder au présent en te disant « purée, je me sens bien, je me sens le droit d'être moi, je me sens en paix, en sécurité, je me sens accompagné par quelqu'un qui est dans la même équipe que moi. » Et ça, c'est possible. C'est pourquoi j'aime rappeler sur ce blog Couple Heureux que construire un couple heureux, ça s'apprend. C'est essayer de se battre
Et préférer construire, ça s'apprend. Alors vas-y, lève-toi les manches et lance-toi pour apprendre.